Bonjour tout le monde, alors pour souligner cette fin d'année 2019 qui s'en vient dans quelques jours, je ne sais pas quand je vais poster exactement la vidéo, je vais essayer de le poster avant 2020. Pour souligner la fin de cette année, je voulais faire un top des 5 meilleurs films de 2019. En fait, le top il va être un peu subjectif parce que tu sais, j'ai pas eu le temps de voir tous les films sortis en 2019, ce serait impossible. Donc je vais me fier aux films que j'ai vus cette année. Il y a beaucoup de films que je voulais voir que j'ai pas eu le temps. Tout d'abord, je commence avec The Irishman sur Netflix avec Robert De Niro, Joe Pesci et Al Pacino, réalisé par Martin Scorsese. J'ai vraiment pas eu le temps. C'est un film qui dure 3h30. Je veux vraiment prendre mon temps pour tout l'écouter d'un coup et j'ai pas eu 3h30 dernièrement avec le temps des fêtes. Avec la job, j'ai vraiment pas eu le temps de faire ça, d'écouter ce film-là. Donc je veux vraiment prendre mon temps, me poser puis l'écouter tout en une fois d'affilée. Il y en a que je sais qu'ils l'ont écouté en plusieurs parties. Moi, ça m'intéresse pas. Quand c'est un film, je vais l'écouter une fois, pas mettre sur pause, rien. Donc, je vais l'écouter en continu. J'ai pas eu l'occasion aussi de voir Dr. Sleep, que je voulais voir au cinéma. Je l'ai juste manqué au cinéma. J'ai juste pas eu le temps quand il est sorti. Puis j'ai passé à côté. Je voulais aller au cinéma. Puis il était plus là quand j'étais allé. Donc, Dr. Sleep aussi, je voulais le voir. Il y a aussi également le film Parasite que plusieurs considèrent comme vraiment un grand film que j'ai pas eu l'occasion de voir. C'est juste moi qui ai comme passé à côté de ce chef-d'œuvre-là apparemment. Et il y a aussi Marriage Story sorti récemment sur Netflix qui a beaucoup de bonnes critiques à côté que je veux voir aussi prochainement. Donc ces 4 films-là, je sais que c'est considéré comme des très très bons films. Peut-être que les 4 seraient dans mon top, peut-être, je ne sais pas. Ou au moins un, mais en tout cas, là je fais mon top en prenant pas compte de ces 4 films-là. Donc on commence par le numéro 5. Le numéro 5, ça a été assez difficile. J'hésite entre le 5 et le 4, mais je mets lui en 5. Je vais expliquer pourquoi. Le film Glass. Réalisé et écrit par M. Night Shyamalan, sorti en début d'année, en janvier je crois. Le film fait suite à Unbreakable, sorti en 2000, qui avait en vedette Bruce Willis et Samuel L. Jackson entre autres. Et aussi fait suite au film Split, sorti en 2017 avec James McAvoy. Vraiment une trilogie que personne n'attendait vraiment de super-héros. Moi, Unbreakable, c'est le meilleur des 3. Split, je l'ai réécouté 2-3 fois. La première fois, j'avais vraiment été épaté. La deuxième fois, il était moins prenant, je trouvais. Unbreakable, je peux le réécouter. Je le trouve toujours aussi bon. Split, on dirait que la magie n'a pas pu après une fois. Glass, je l'ai écouté aussi 2 fois. Puis la magie opérait plus ou moins un peu. C'était un entre-deux entre Divisé puis Unbreakable. Pour ma part, Glass, je le trouve meilleur que Split. Mais pas qu'Unbreakable. La réalisation est vraiment superbe de M. Night Shyamalan. Désolé, j'ai de la misère à prononcer son nom. Je sais que ces réalisateurs-là, il y en a beaucoup qui le détestent à cause de ses derniers films comme After Earth, The Happening avec Mark Wahlberg sorti en 2008 que moi j'avais adoré personnellement. Vraiment, c'est un réalisateur vraiment controversé un peu. Quoique là, il remonte dans sa gloire d'antan avec le 6e sens, Unbreakable et le Signe aussi que j'avais beaucoup adoré sorti en 2002. Donc vraiment, je trouve que Glass, en fait, il sort à un bon moment. On est vraiment à l'heure que les films de super-héros prennent le pouvoir au cinéma. Puis ça, c'est un film super-héros, mais anti-blockbuster comme les Marvel et DC. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est plus terre à terre et tout ça. Plus misé sur la psychologie des 3 personnages. James McAvoy était époustouflé dans le film. Avec son rôle de Kevin, qui a plusieurs personnalités multiples. Il y en a 23 ou 27, je me souviens plus exactement. Mais c'est vraiment wow. Samuel L. Jackson, il est toujours aussi brillant. Bruce Willis est un peu mis en retrait dans Glass. C'est mon gros point négatif, j'ai trouvé. Moi, j'avais vraiment hâte de retrouver le personnage de David Dunn dans ce volet-là. Puis finalement, c'est lui qui est plus mis en retrait à part au début puis à la fin du film. Le début du film, je trouve, c'est wow, pour vrai. Le premier combat avec le personnage de Bruce Willis, c'est James McAvoy, à colle à bête. C'était vraiment wow, un super plan séquence et tout ça. J'ai vraiment adoré ce moment du film. Ensuite de ça, c'est l'histoire qui se met en place dans l'asile et tout ça. Moi, le jeu de lumière de Shyamalan, je l'adore. Chacun des personnages ont leur couleur, leur teinte. Chacun a leurs thèmes musicaux aussi. Des thèmes qu'on reprend dans Unbreakable, des thèmes qu'on reprend dans Split, puis des nouvelles musiques. Donc la bande son est incroyable également. Donc c'est vraiment... Moi, le film m'a marqué, je m'en souviens encore. Il y en a beaucoup qui l'ont oublié. Peut-être parce qu'il est sorti en début d'année. Mais moi, Glass, je le place en 5e position. Il aurait pu être en 4e, mais c'est la fin qui me déçu. Il y a comme 2-3 twists. Un twist qu'on s'en attend un peu, puis un twist qui sort de nulle part. T'es comme genre, d'où ça sort?
Puis oui, c'est la fin, pour exprimer le message du film, la fin était nécessaire, mais la fin d'un personnage m'a pas vraiment convaincu, puis j'étais même quasiment en train de rire au cinéma tellement que je trouvais ça, que c'était pathétique. Ceux qui ont vu le film comprendront de quel personnage je parle, de quoi je parle, de l'issue du personnage. Je veux pas trop spoiler dans cette vidéo-là, donc c'est vraiment sans spoiler tout ce que je vais dire. Donc vraiment c'est ça qui m'a déçu, puis peut-être qu'il arrêtait à numéro 4. Mais peut-être que les films que j'ai numérés tantôt dépasseraient Glass aussi. Des Irishman, je sais que je m'attends à un chef-d'œuvre, mais il est pas là. Donc, c'était ça pour Glass. Mon numéro 5, c'est Glass. Il mérite sa place. Sinon, ça aurait été vraiment une grosse mention honorable pour cette année. Numéro 4, ça c'est un film que pour vrai, je m'attendais à rien en le voir au cinéma. Puis finalement, j'en suis sorti plutôt bouche bée. Numéro 4, Knife Out, à couteau tiré en français. Film écrit, réalisé et coproduit par Rian Johnson. Sans doute le gars qui se fait détester le plus dans ces dernières années à cause de son Star Wars 8 qui était très controversé. Star Wars 8 qui est pour moi le meilleur de cette postlogie, de cette nouvelle trilogie. Parce qu'il a pris des risques, parce que la réalisation est mieux. Peut-être qu'il y a des idées qui n'étaient pas très cohérentes dans l'univers Star Wars, mais au moins, il y avait le mérite de raconter quelque chose de neuf, de différent. Bon, je m'embarquerai pas trop dans Star Wars, mais moi, Rian Johnson, je l'aime beaucoup depuis son film Looper, sorti en 2012, avec justement Bruce Willis et Joseph Gordon-Levitt. Donc, à couteau tiré, c'est une espèce d'hommage au film policier, au roman Agatha Christie, tout ça. Donc, c'est vraiment dans ce style-là, puis Rian Johnson, il a une bonne mise en scène, il sait comment raconter son histoire qui est écrite. Tu vois que le gars, il a du talent. Puis il y a des twists par-dessus twists dans ce genre de récit-là. Puis le film, c'est ça aussi. Il y a des twists par twists. Mais le film a pris une direction que je ne m'attendais pas dès le départ avec le personnage de Martha, je pense qu'elle s'appelle, l'actrice Anna de Armas, qui joue dans Blade Runner 2049, Blade Runner 2, mettons. Tu suis ce personnage-là tout le long, puis tu sais le dénouement de ce personnage-là, dans qu'est-ce qu'elle a vécu. Normalement, dans un film normal de police, tu sais, qui aurait été écrit par quelqu'un de banal ou réalisé par quelqu'un de banal, tu l'aurais découvert au dénouement du film. Mais ça, tu le sais dès le départ, puis finalement, ça enchaîne sur d'autres trucs à la fin. Donc, c'est vraiment hors du commun. Les acteurs jouent super bien. Daniel Craig est très bon. Chris Evans, c'est un peu plus, ouais, pas trop convaincant. Chris Evans, en même temps, on dirait qu'il sort de son rôle de Captain America. Là, il a de la difficulté à jouer quelque chose d'autre. Anna de Armas est époustouflante également, puis tout le reste du casting, c'est vraiment wow. Donc vraiment, Knife Out, je peux pas trop en parler parce que je veux pas trop spoiler, mais c'est vraiment surprenant. Même si le méchant, au final, je me doutais c'était qui, mais tu sais, il y a des trucs que j'avais pas deviné, que je pouvais pas deviner comment il est arrivé là. Donc vraiment, Knife Out, il mérite vraiment sa place par son scénario, sa mise en scène, les personnages, l'écriture et tout ça. Donc il mérite sa 4e position. La 3e position... Là, c'est vraiment un film vraiment gros blockbuster. Là, je parle en tant que fanboy, la position 3. Il y en a peut-être qui seront pas d'accord avec moi pour cette 3e place. Mais Avengers Endgame, c'est une conclusion historique du MCU avec 24 films. Je me souviens même plus. Moi, j'avais détesté Avengers Infinity War. J'ai vraiment préféré Avengers Endgame. Pourquoi? Parce que c'était pas juste de l'action, c'était plus de développement. Oui, il y a beaucoup de défauts au film. Oui, je pourrais en parler pendant 1 heure de tous les défauts. Il y a beaucoup de défauts, mais en même temps, c'est la fin du MCU. En tout cas, pour moi, c'est la fin. Là. Après ça, ça sert plus à rien. C'est vraiment wow. Le film, à la fin, il est émouvant avec la mort de vous savez qui à la fin. Là, je le dirai pas, mais tout le monde a vu Avengers Endgame, j'imagine. C'est vraiment... Le film prend son temps, l'histoire de voyage dans le temps et tout ça, vraiment c'est... Le film brille par ses personnages, pas par sa réalisation, mais par ses personnages. Il y a du fanservice, mais pas comme dans Star Wars 9. Star Wars 9. Du fanservice facile et inutile, tu sais, c'est du fanservice avec les voyages dans le temps qui revivent des trucs différemment de ce qu'on a vu dans les autres films. Puis ça fait plaisir à revoir, c'est le fun. Puis en même temps, c'est la fin d'une saga de 24 films, donc tu sais, ça vaut le coup, c'est vraiment bon. Fait que moi, Avengers Endgame, je le place en 3e position parce que c'est un gros blockbuster que tout le monde a vu, qui mérite d'être vu, puis c'est un des meilleurs du MCU, malgré tous les défauts, tu sais, pas en termes de réalisation,
Mais pour les personnages, pour le fanservice, pour la conclusion d'une saga épique, elle mérite sa 3e place dans mon top. Donc, 2e position. Là, les 2 films, c'est plus des films semi-blockbuster, mettons, que contrairement à Avengers Endgame. Donc, 2e position, Once Upon a Time in Hollywood, réalisé et écrit par Quentin Tarantino, avec Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, notamment. Bon, j'ai-tu vraiment à expliquer pourquoi il est dans mon top, qui est numéro 2. Quentin Tarantino, tout le monde le connaît. Je suis pas un fan fini de Tarantino. Je détestais Django, les 8 salopards m'ont pas plus marqué que ça. Mais Tarantino a du talent à l'écriture, dans le développement de ses personnages, dans les dialogues surtout. Leonardo DiCaprio puis Brad Pitt, ils jouent excellent. Je me souviens encore de la scène avec Leonardo DiCaprio quand il parle avec la petite fille, quand il joue dans un film western. C'était vraiment très bien joué de sa part, c'est vraiment époustouflant. Brad Pitt qui m'a vraiment surpris dans ce film-là parce que je le trouvais aussi fort, voire même plus fort que Leonardo DiCaprio dans son personnage. Il était vraiment sacoche. J'ai fait une critique sur une autre chaîne, donc vous pouvez aller la voir pour avoir plus de détails. Mais vraiment, la mise en scène est époustouflante, l'histoire racontée, c'est cool. Quentin Tarantino fait un gros doigt d'honneur à Charles Manson des années 69 avec leur mode de... Voyons, Sharon Tate, c'est ça je pense. Il fait vraiment un gros doigt d'honneur à ça. Dans le film, il est incarné par Margot Robbie. Donc, bon, c'est vrai que ce personnage-là, il est un peu mis en retrait. Quand vous connaissez pas l'histoire de Charles Manson, tout ça, vous êtes peut-être mis en dehors du film. Mais tu sais, c'est comme le film, c'est comme un univers alternatif du film parce que les 2 personnages de Leonardo DiCaprio et Brad Pitt n'existent pas dans le monde réel du monde véritable qu'on vit aujourd'hui. Mais tous les autres acteurs, tous les autres personnages, c'est des personnages qui ont existé. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Donc le film, vraiment, quand tu es un fan d'Hollywood, quand tu es un fan de cette affaire-là, quand tu es un fan de Tarantino, tu es un fan des acteurs, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, tu peux juste aimer ce film-là. Si t'aimes pas ce film-là, oui, c'est un film lent. Les bois avec Margot Robbie, des fois, maintenant, elle va dans une salle de cinéma, c'est long, c'est plus du fan service de cette époque-là. Mais c'est du très bon. Moi, j'ai adoré. Puis la fin est juste jouissive. Pour vrai, la fin, ça coche. Donc, moi, Once Upon a Time in Hollywood, je regrette pas de le mettre dans mon top 2. Mon top 1, ceux qui me connaissent, je crois qu'ils seront pas trop surpris de mon top 1, mais le top 1 de cette année, le meilleur film de 2019, je pense pas qu'aucun autre film aurait changé ça, que ce soit The Irishman ou Parasite ou peu importe, Marriage Story. Je pense pas qu'il arrête de détrôner le top 1, peut-être les autres, mais pas le top 1. Mon top 1, c'est évidemment Joker, réalisé par Todd Phillips. Vraiment Joker, ça m'a mis à terre, ça m'a époustouflé. Moi, dès le départ de ce projet-là, j'étais réticent. Quand j'ai vu Joaquin Phoenix s'attacher au rôle, là, j'étais un peu plus « Ah, ok ». Mais je m'informais pas trop. Jusqu'à temps que la première bande-annonce sorte, puis là, j'ai été « Wow ». J'ai pris une claque sur la gueule. Puis quand j'ai été voir le film au cinéma, j'ai pris 2-3 tapes sur la gueule tout le temps. J'ai été voir le film 2 fois au cinéma, c'est rare pour moi. Vraiment, l'interprétation de Joaquin Phoenix dans le rôle du Joker est époustouflante. Il y en a qui vont le comparer avec Heath Ledger, moi je le compare pas, c'est des Jokers différents. Pareil avec Jared Leto de Suicide Squad ou Jack Nicholson dans le vieux film de Batman avec Michael Keaton. C'est vraiment un Joker différent. Moi je l'ai adoré. Toutes les ambiguïtés derrière ce film-là, derrière le personnage et tout ça, c'est vraiment wow. Le film vaut son détour pour Joaquin Phoenix, c'est sûr. Pour moi, c'est lui qui mérite l'Oscar cette année, il n'y a pas de doute. Tu sais, c'est amaigri, il est vraiment... Tu vois pas Joaquin Phoenix jouer un rôle, tu vois vraiment Arthur Fleck devenir le Joker. Moi, c'était mon impression. Todd Phillips, que c'est un réalisateur que je considère bas de gamme, qui a fait juste des films, des comédies genre Very Bad Trips, des choses comme ça. Quand j'ai vu lui attaché à la réalisation, j'étais comme... Ouais, ce sera pas fameux, mais il y a une réalisation vraiment superbe, il y a un beau jeu de lumière et tout ça, donc je suis vraiment satisfait du travail de Todd Phillips. On voit que c'est vraiment un fan et qu'il voulait bien raconter son histoire. Donc Joker aussi, j'ai fait une critique sur une autre chaîne, vous pouvez aller la voir, je mets les liens en description de la vidéo. Vraiment, Joker, c'est le film à voir cette année, c'est vraiment époustouflant comme film. Oui, il y en a qui disent, moi je trouve ça bizarre que le monde qui dit ça encourage la violence et tout ça.
Non. Dans les mêmes temps, il y a Rambo 5 qui est sorti, puis là c'était gore pis tout, pis t'avais de l'action gratuite. Là, oui, t'as la détresse d'un homme qui a de la misère à vivre en société, que la société le bâche, puis c'est une longue descente aux enfers, puis il accumule petit à petit, puis il devient finalement, il monte, puis il devient un anarchiste et tout ça. C'est juste un message de pas laisser les gens pour compte dans la société, de les aider et tout ça. Que même parfois c'est le gouvernement, ben la société qui lâche prise. Dans une scène, on le voit dans le film surtout. Mais c'est vraiment un film à voir. T'apprécies le personnage, mais en même temps tu l'apprécies pas parce qu'à cause de ce qu'il devient, à cause de ce qu'il fait. C'est ça en fait qui nous remet un peu en question en tant que spectateur. Tu te dis, wow, je me suis attaché à lui, je me suis identifié un peu à lui, pas tant que ça. Mais j'ai eu une certaine attache pour le personnage, vu que c'est le personnage qu'on suit tout le long. Puis finalement, t'es comme, wow, t'es déboussolé dans ta tête. C'est pas la première fois qu'un film fait ça. Il y a des films de Rob Zombie, il l'a déjà fait. Mais quand même, là, c'est juste un personnage, contrairement aux autres films. Bien souvent, c'est un groupe. Là, c'est un personnage que tu suis tout le long. Puis le film dure quand même 2 heures et quelques, puis c'est vraiment psychologie. Donc, tu sais, ça mise pas ses effets spéciaux, rien. Il y a très peu d'effets spéciaux. Quelques scènes gore, mais vraiment, vraiment pas souvent. Puis il y a de l'humour noir un peu, justement, dans une scène gore. Fait que, tu sais, ça, c'est. Moi, le film, je l'ai juste trouvé parfait, là. Le film, il remonte vraiment dans l'estime. Puis le film était rated R, puis c'est le premier rated R qui atteint le milliard au box-office, puis c'est pas pour rien, c'est amplement mérité, là. Puis le film mérite sa position, puis je suis content que DC ait osé faire un film comme ça. Parce que DC, depuis leur DC Universe, depuis Man of Steel, ils ont de la misère, puis ils ont pas tant de bonnes critiques. Même ce film-là, par les critiques américaines, de la presse, ça fait un peu défoncer justement à cause du message qu'ils voyaient. Mais le message, en fait, c'est pas ça, c'est le contraire. Donc, tu sais, c'est pas justifié. On dirait que les critiques américaines, tous les films d'ici maintenant, ils les bâchent. C'est comme Watchmen. Watchmen, sorti en 2009 par Zack Snyder, ben, il s'est fait défoncer par les critiques américaines. Mais de toute manière, les critiques américaines, je pense qu'ils aiment pas trop Zack Snyder pour tous ses films. Il se fait tout le temps descendre. Pourtant, Man of Steel, puis même Batman contre Superman, c'est des très bons films. Surtout Man of Steel, là, je préfère lui, là, mais pour en revenir à Joker, c'est vraiment un film que DC avait besoin. Parce que là, ils descendaient vraiment bas avec leur DC Universe depuis Justice League, quoi qu'ils remontaient avec Aquaman, puis avec Wonder Woman. Même Shazam dans la moindre mesure. Mais là, ils ont vraiment monté, puis ils voient peut-être le potentiel de faire des projets indépendants, au lieu de faire des projets connectés tout le temps. Donc voilà mon top 5. Pour résumer, numéro 5 Glass, numéro 4 Knife Out, numéro 3 Avengers Endgame, numéro 2 Once Upon a Time in Hollywood, numéro 1 Joker. Donc c'est 5 films que je recommande. N'hésitez pas à dire si vous êtes d'accord avec moi ou non avec mon top. Vraiment, c'est un avis subjectif. Hein? Je suis pas un expert du cinéma non plus. Vous pouvez dire votre top ou 6-5 de films en commentaire. N'hésitez pas. Puis on va en discuter ensemble. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo, puis surtout à vous abonner sur la chaîne pour d'autres vidéos. Je ferai peut-être un top 5 des flops de l'année également. Peut-être même un top 10 des films de la décennie, de 2010 à 2019, les top des 10 des films qui m'ont plus marqué. Ça va être beaucoup plus difficile par contre. Donc on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao!